Chaque jour, des crétins racontent à la télévision à peu près n'importe quoi. Je ne reconnais absolument plus les insoumis. La politique, ça n'est pas des échanges de sourires. La politique, c'est un combat. C'est un procédé sale pour moi. Raphaël Glucksmann, il est de gauche comme moi, je suis pas. Ça n'amène rien, c'est crade. Mais je suis désolé, ils disent des conneries. J'en ai rien à foutre, je partage pas leurs analyses. Salut à toutes et à tous, vous êtes sur le Média et vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Vous vous préparez à regarder Sans langue de Goua, le débat hebdomadaire qui met Françoise de Goua, journaliste, chroniqueuse pour plusieurs médias, ancienne conseillère politique qui se considère comme rose vif face à un contradicteur. Et aujourd'hui, comme souvent, elle est face à Paul Hellec, analyste politique pour le Média. Au sommaire, les Insoumis ont-ils mis une cible dans le dos d'un certain nombre d'éditorialistes stars? C'est en tout cas l'objet d'une nouvelle polémique déclenchée suite à une campagne d'affichage des amis de Jean-Luc Mélenchon en vue des prochaines élections européennes. Panique morale, nouvelle polémique inutile ou vrai problème, on en parlera. Comme on parlera aussi des auditions des cadres dirigeants de CNews devant la commission d'enquête parlementaire sur les fréquences de la TNT. Persécution politique ou nécessaire coup de pression sur une chaîne d'infos qui défie les régulateurs. Le débat est lancé. Salut Françoise, salut Paul. Salut Théo, salut Paul. Salut à vous. Les Insoumis sont pénibles, ils nous obligent à défendre Nathalie Saint-Cric et au pire Pascal Praud. C'est le titre du billet de Jonathan Boucher-Petersen dans Libération. De quoi parle-t-il? De la récente campagne d'affichage lancée par les amis de Jean-Luc Mélenchon, une campagne qui a fait le buzz et occasionné un échange assez tendu entre Manuel Bompard et le journaliste Gilles Bernstein sur France Info. La France Insoumise a publié il y a quelques jours une campagne pour s'inscrire sur les listes électorales et on va la voir. Pour ce faire, vous désignez vos ennemis. Alors comme ennemis, il y a eu les racistes, il y a eu les riches. Oh, ennemis, voilà. Vos adversaires, voilà, les golfeurs votent. Et vous, les riches votent. Et vous, les racistes votent. Et vous, Vincent Bolloré, votre ennemi de classe, si je puis dire, vote. Et vous. Et hier matin, figurez-vous que vous y ajoutez cette affiche. Nathalie Saint-Cric, éditorialiste politique de France Télévisions, elle vote. Et vous. Nathalie Saint-Cric, elle est votre adversaire comme Vincent Bolloré ou comme les racistes? Françoise, est-ce que Jonathan Boucher-Petersen a raison? Est-ce qu'il faut défendre Nathalie Saint-Cric et Pascal Praud contre les Insoumis? Je comprends dans quel dilemme se retrouve Jonathan Boucher-Petersen. D'ailleurs, on en reparlera après sur CNews. Moi, je déteste cette campagne. D'abord, je la trouve débile. Je trouve que la première partie déjà m'agaçait, les golfeurs, les riches, etc. J'ai bien compris dans quel sens c'était, mais quand tu les compiles, c'est moche. Alors là, maintenant, allez, la famille Duhamel, non mais sérieusement, c'est mon sentiment. Je sais pas qui a eu cette idée, parce qu'en plus de ça, je veux dire, si les Insoumis, c'était Taylor Swift qui arrive et qui dit inscrivez-vous sur les listes électorales, et d'un seul coup, il y a 3 millions d'inscriptions sur les listes électorales, mais ça va pas du tout être le cas. C'est une campagne, à mon avis, qui est complètement stérile. Je veux bien qu'on soit dans l'ère du buzz, je veux bien qu'on soit dans l'ère de tout ce que vous voulez, du commentaire, de l'immédiateté, etc. Mais quel intérêt à cette campagne? En plus, moi, j'ai été heurté sur la famille Duhamel. Voilà. Ce qui m'a le plus heurté, moi, c'est la famille Duhamel. Alors, je comprends très bien, hein, mais il est Oudéa Castéra, je comprends très bien. Les gens sont pas responsables d'être membres de leur famille. Bien sûr qu'il y a peut-être une forme de cooptation, mais il y a aussi de la cooptation en politique. Je me souviens d'Erzilia Soudé qui disait, ah là là, qui alignait les Duhamel. Je dis, oui, mais bon, elle est la fille de Michel Soudé, hein. Peut-être que si elle n'était pas la fille de Michel Soudé, le patron de Politis, elle aurait peut-être jamais été investie, hein. Donc, quand on veut donner des leçons de morale, il faut soi-même être complètement... Moi, je suis extrêmement choqué. Je trouve que ça... Mettre des cibles dans le dos, n'exagérons pas, enfin ça c'est complètement débile aussi comme argument, mais c'est malsain en fait, c'est totalement malsain. En plus de ça, je vois que dans la famille Duhamel, sur l'affiche, sur l'affiche là des Insoumis, il y a la nouvelle compagne de Benjamin Duhamel, mais comment est-ce qu'ils le savent? C'est absolument pas public. Les gens du milieu le savent, mais pourquoi est-ce qu'ils mettent... Si, c'est public, hein. Mais oui, sa page Wikipédia, je pense qu'elle... Sérieusement, d'abord ça n'amène rien, c'est crade, c'est un procédé sale pour moi. Je
ne sais pas ce qui se passe avec les Insoumis, je ne sais pas ce qui leur arrive. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui a complètement disjoncté. Je ne sais pas quel est le mauvais génie qui leur souffle cette façon d'agir, cette façon de porter le fer sur tout. Je ne reconnais absolument plus les Insoumis. Si ils ont toujours fait ça, c'est la fameuse théorie de Chantal Mouffe, le populisme de gauche. Mais on s'en fout, ils n'ont pas toujours fait ça, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai qu'ils ont toujours fait ça. Qu'est-ce que c'est le populisme de gauche? Est-ce que c'est le mouvement 5 étoiles, par exemple, en Italie? Moi, j'ai pas toujours vu les Insoumis comme ça. Moi, j'ai vu les Insoumis, à un moment donné, être capables de construire une offre politique qui pouvait tout à fait être élargie à autre chose que le front de gauche et à autre chose que le bruit et la fureur. Là, on est retombé, je sais très bien que le parti se renforce en s'épurant, mais là, on est retombé dans une espèce de comment dirais-je, de frénésie qui ne sert à rien, qui est complètement inutile. Je comprends très bien l'inquiétude de faire 5, 6 ou 7% aux européennes, mais de toute façon, ce scrutin n'a jamais été la panacée, évidemment, pour la France insoumise. Les classes qui votent pour la France insoumise ne votent pas aux européennes. Je comprends très bien le mal-être ressenti par les insoumis depuis le 7 octobre. Je comprends très bien tout ça. Je l'accepte pas. Je le comprends. Mais cette campagne-là, elle est sale. Afficher des noms, afficher des vies. En gros, expliquer les gros méchants votes. En gros, c'est ça. C'est comme si vous désigniez un adversaire de vous. Qu'est-ce que vous voulez construire comme histoire? Qu'est-ce que vous voulez raconter comme histoire? Quel est le problème de Nathalie Saint-Cric, à part le fait qu'elle est peut-être une journaliste militante, j'en sais rien. Quel est le problème des golfeurs? Quel est le problème? Ça veut dire que il y a toute la France, et la France bourgeoise, et la France médiatique, tout ça, ça pue. Mais Jean-Marie Le Pen aurait pu très bien faire ça. Hein. Donald Trump pourrait très bien faire ça aux États-Unis. Hein. Je pense pas que Jean-Marie Le Pen était contre la France bourgeoise. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Jean-Marie Le Pen aurait très bien pu faire des campagnes. Il faisait des campagnes, il désignait ad hominem. C'est le premier homme politique qui désigne dans ses meetings des journalistes à abattre, je veux dire, à combattre. Quel est ce sujet? C'est crade, c'est en plus inefficace, et ça leur rapportera rien en plus électoralement. Donc bon, inutile. Paul, je suppose que tu n'es pas du même avis. Oui, je trouve la polémique profondément inutile, mais assez révélatrice quand même des tendances. Hein. La première tendance étant le corporatisme un peu crétin de Boucher-Petersen, qui nous explique qu'ils se sont obligés de défendre Pascal Praud ou je ne sais plus Nathalie Saint-Cric. Non, personne n'est obligé de défendre des gens qui, à mon avis, défigurent la profession, en font le fondement d'une position ridicule, hein, d'éditocrate. Et c'est peut-être pour ça que désigner un adversaire n'est pas un problème en politique. La politique, ça n'est pas une conciliation ou des échanges de sourires. La politique, c'est un combat. Et quand on combat des choses, on peut dire des choses. Bon, je vais revenir sur cette question d'attaque parce que, effectivement, moi, je pense qu'il y a de quoi critiquer hein, chez Nathalie Saint-Cric et Christophe Barbier, qui sont en l'occurrence les deux journalistes qui ont été mis en avant sur cette campagne, puisque ce sont des gens qui ont pour point commun d'être les scieurs de pompe du pouvoir. Hein. Ils l'ont été, quelle que soit la couleur du pouvoir en général, mais particulièrement de façon prononcée depuis que c'est Emmanuel Macron, d'ailleurs. Christophe Barbier a fait un rap en son hommage lors d'une de ses pitreries habituelles. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une campagne qui est faite pour inscrire des gens sur les listes électorales. Pourquoi? D'abord, il faut se poser cette question-là. C'est une chose que font régulièrement les Insoumis, ils l'ont fait dans les campagnes précédentes avant de lancer leur campagne officielle. Pour quelle raison? C'est que l'État ne fait pas son travail en France. Okay, il y a entre 3 et 5 millions de personnes qui ne sont pas inscrites. Si on compte en plus les mal inscrits, hein, on peut aller vers un chiffre qui est autour de 6 millions de personnes. Et donc, du coup, quand un État ne fait pas le travail nécessaire pour pouvoir donner aux gens les outils démocratiques, pour pouvoir choisir des dirigeants, etc., ça en dit quand même quelque chose sur l'ambition démocratique de l'État. Et en ce sens, ils font une campagne. Donc, je trouve ça pas du tout choquant. Et deuxièmement, ils mettent des personnes. Mais encore une fois, quand je disais révélatrice tout à l'heure, c'est que moi, ça me montre que c'est révélateur de quoi? Du révélateur du fait que une grande majorité de la population a une défiance extrêmement forte envers les personnalités médiatiques et particulièrement les éditorialistes. Et que cette défiance-là, elle s'exprime des fois violemment par les individus l'expriment violemment parce qu'effectivement, ils se sentent capturés dans leur bon droit quand chaque jour, des crétins racontent à la télévision à peu près n'importe quoi, avec le fond, un espèce de ton de la fausse évidence, soi-disant en revendiquant les armes intellectuelles qui leur permettraient d'être savants sur tout, et que du coup, en attaquant les Insoumis, ces gens-là veulent se dédouaner du fait qu'ils veulent rendre responsables les Insoumis du fait que les gens les détestent parce que leur travail est profondément dégueulasse et au service du pouvoir. Je pense que, voilà, laissons-les râler et puis tant pis, les choses passeront.
Je pense que d'abord, je suis d'accord sur l'idée que il y a un fait. J'adore la capacité. Il est très bien, Paul. Il devrait faire de la politique, mais ça le gâcherait malheureusement. Cette capacité à post-théoriser une connerie, c'est très fort. Moi, j'ai fait ça pendant des années avec Hollande et avec Royal. Donc, expliquer les conneries, essayer de les expliquer. Les aveux de François. Non, mais c'est la post-théorisation. C'est votre avis. Mais bien sûr, c'est mon Moi, avis. je pense pas que ce soit une connerie. Mais d'abord, j'entends l'argument et je suis d'accord avec vous sur le fait que le gouvernement est indigne sur la capacité à ne pas s'inscrire sur les listes électorales. La deuxième chose, c'est que vous faites une erreur. Tu fais une erreur fondamentale. Les journalistes ne sont pas au niveau. Désigner des ennemis politiques en la personne. Mais c'est sûr que si. Mais sous tous les temps. Mais tous les journalistes. Mais sont les éditocrates si Nathalie Saint-Cric, elle a fait des études de marketing. Si Nathalie Saint-Cric, je connais très bien Nathalie Saint-Cric, elle sort d'une très grande famille de presse. Ses parents étaient patrons de presse, mais elle aussi. C'est une héritière qui a fait des études de marketing. C'est pas une héritière. Elle a bossé avec Chabot. Raconte pas n'importe quoi. Elle a bossé pendant. Et elle a le droit d'être héritière. T'as combien d'héritiers chez les Insoumis? Le gendre de Mélenchon, il n'est pas élu député. Il a eu sa circoncommande. Je dis juste que c'est une héritière qui est dans la presse après avoir fait des études de marketing et qui n'apporte rien aux commentaires. Je dis juste. Dès qu'elle parle, il y a une bibliothèque qui brûle dans le monde. Tu peux pas dire ça de Christophe Barbier, par exemple. Christophe Barbier, petite chose, monté en graines, fils d'une classe très populaire, normalien. Je ne suis pas en train de les défendre, les directions jeunesse, j'en ai rien à foutre, je partage pas leurs analyses, j'en ai rien à faire, c'est pas mon sujet. Mais les transformer en ennemis politiques, c'est une faute déjà. Parce que si Nathalie Saint-Cric tricotait tous les 4 matins un papier à la gloire de Jean-Luc Mélenchon, tu ne dirais pas ça. Tu dirais quel grand éditorialiste. C'est ça qui va pas. Moi, je ne connais pas de grand éditorialiste en fait. Mais moi, c'est pas mon sujet. Tu connais pas. T'es pas plus journaliste que je suis archevêque, Paul. T'es sociologue, donc tu peux pas. Mais c'est pour ça que je dis que les éditorialistes ne sont pas des journalistes. Et pour moi, il n'y en a pas de grands éditorialistes. Tu as quand même de grands éditorialistes dans ce pays. Je ne partage rien. Les éditorialistes sont souvent, en général, des journalistes. Mais là, on parle de gens qui font de la télé. Ce sont des gens mais qui même ont de la radio. Qu'est-ce que tu racontes? Ou la presse de la radio. Mais de la presse écrite. Christian Barbier, c'est d'abord un homme de presse écrite. C'est un type qui. C'est la chanson de Renaud. Elle l'a lu dans l'Express. C'est vous dire si elle lit. C'est des paillettes, c'est des torchons. J'en ferai même pas mon paillasson. Bon, alors, on va. Non, je termine. Avant de s'aliéner tous nos frères. N'importe quoi. Christophe Barbier, il est normalien, il est boursier. Il sort d'un mais il est plus cultivé que toi et moi réunis. Donc arrête. Mais non, mais je ne crois pas déjà. Je pense que s'il est plus cultivé que nous deux, c'est un scandale qu'il puisse s'exprimer tel qu'il le fait actuellement sur les chaînes de télé. Et il y a une bonne expression là-dessus. C'est Lucien Goldman qui disait ce sont des intellectuels analphabètes. C'est-à-dire qu'ils sont aveugles aux causes de leur temps. Ils sont aveugles aux rapports sociaux qui existent dans leur temps. Et que comme ce sont des gens qui sont les faire-valoir du pouvoir, qui sont systématiquement en train de justifier ce qui se passe au pouvoir, effectivement, ils sont aveugles à l'intérêt de l'analyse qu'on pourrait avoir d'une société. Or, c'est leur rôle dans le système de donner des points de vue d'analyse. Et en fait, sous la prétention, mais vraiment odieuse, d'être impartial parce que journaliste ou je ne sais quel titre dans lesquels ils s'affublent, ils viennent donner le là du pouvoir. Et moi, je trouve que c'est intellectuellement malhonnête. Donc, j'ai pas de problème à dire que ce sont des adversaires de l'émancipation, de l'information et du journalisme. Écoute-moi, premièrement, les gens sont pas obligés de regarder ces chaînes-là. Je rappelle quand même que les chaînes info dont tu parles, ça fait pas la somme, comment dirais-je, des audiences en France. La façon de parler, moi, je trouve que tu m'effraies, si tu veux. Parce que je pense que tu aurais Lordon tous les jours à 20h à la place de... Mais Lordon, il est économiste et philosophe. Ça n'a rien à voir entre quelqu'un qui est qualifié et quelqu'un qui raconte. Ou Serge Halimi, que je suppose que tu vas considérer comme un grand journaliste, serait à la place de Saint-Cric. Tu ne parlerais pas comme ça. Donc les journalistes, nous ne sommes... Mais Christophe Barbier est journaliste depuis des années. Françoise, Paul, on ne va pas redéfinir le métier du journalisme sur ce plateau. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Je voulais insister sur revenir sur oui, absolument. Manuel Bompard, il est dans son rôle, il essaye de retourner la polémique dans son interview dans son échange avec le journaliste de France Info, mais quelque part, donc il pointe un problème que tu as pointé aussi, Paul, c'est un problème de notre système politique qui est exacerbé à la faveur des européennes. Il y a des formations politiques que l'abstention favorise. On regarde le petit extrait et puis on en reparle. C'est une très bonne chose que vous m'interrogiez sur ce sujet parce que vous avez montré les affiches et pour la première fois depuis le début de l'année, enfin, vos antennes ont fait une campagne d'inscription sur les listes électorales. Parce que sinon, c'est quand la dernière fois que vous avez fait une campagne pour l'inscription sur les listes électorales sur le service public? Non, mais répondez à ma question. Quand c'est la dernière fois que vous avez fait une campagne? C'est très bien de voter et je suis évidemment... Eh ben, faites des campagnes et j'aurais pas besoin d'en faire.
Non, mais- effectivement, mais Emmanuel l'abstention Macron, profite à mais certaines bien forces sûr, mais il a à raison. gauche et à droite. Par exemple, le PS ou ELV vivent de l'abstention, quelque Je ne part. sais pas s'ils vivent de l'abstention. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la France insoumise meurt de l'abstention et le Rassemblement national vit de l'abstention. Le Rassemblement national a quand Ça même ne une base qui se Ça ne mobilise. sert à rien. à Ça beaucoup ne sert à d'élections. rien d'enfoncer les portes ouvertes. Manuel Bompard, il ne fait que souligner. D'abord, c'est une faute de dire ça. C'est un manque, comment dirais-je, au moins de subtilité et de finesse, parce que par exemple, les dernières européennes ont été marquées par une plus forte participation. La plus forte participation. Bien sûr qu'on reste quand même dans des, mais c'est au-dessus de 50%, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Et cette année, probablement, qu'il y aura une plus forte participation encore. Mais j'entends tout à fait l'argument de Manuel Bompard, il a tout à fait raison. Mais ça sert à rien d'aller chercher les causes à l'extérieur de son propre désamour. Vous savez, on se demande pourquoi, à un moment donné, les gens vont voter. Parce qu'à un moment donné, les gens sont emportés par quelque chose. 2007, Sarkozy, Ségolène Royal. Cette campagne-là, dans les quartiers, 90% de participation. Un espèce de truc jamais vu. Pourquoi ? Parce que ces personnages, entre guillemets, c'est pas des personnages d'ailleurs, mais comment dirais-je, ces protagonistes de cette présidentielle, que ce soit Sarkozy, que ce soit Ségaud, ou que ce soit même Bayrou pour les centristes, ont eu la capacité à un moment donné d'entraîner quelque chose et l'enthousiasme. Ça ne sert à rien de toujours considérer que c'est la faute des autres. C'est le drame en ce moment des Insoumis, c'est tous les autres qui sont méchants et nous on est très bien. Non, c'est leur responsabilité, c'est leur incapacité à un moment donné à entraîner. Il faut quand même se poser la question, pourquoi Jean-Luc Mélenchon, tous les 5 ans, arrive à entraîner des gens sur une présidentielle, et pourquoi dans le laps de temps qui sépare deux présidentielles, c'est toujours une catastrophe. Ça a déjà été le cas. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que la machine insoumise, elle ne fonctionne que pour la présidentielle. Toutes les strates ne sont construites que pour ça. Les européennes, ce ne sont pas les présidentielles. Les insoumis n'ont pas grand-chose à dire dans la mesure où ils ont des choses à dire, mais ils sont pas à l'aise. Ils sont pas à l'aise. Ils sont plus à l'aise que le Rassemblement national sur la Russie, ça, bien sûr. Mais ils sont où exactement ? Où est-ce qu'ils sont ils sont souverainistes. On n'arrive pas à vraiment définir. Alors, ils ont un message social qui est très fort, mais je comprends bien la panique de la France insoumise de foirer complètement ce rendez-vous européen, comme à chaque fois ils le font. Ça n'a pas empêché Mélenchon d'accéder quasiment au second tour. Donc, mais il ne faut pas raconter des barres. Il ne faut pas raconter des fables aux enfants. Ça ne sert. Manuel Bompard pense que les Français voient tout, mais les Français voient aussi les prolégomènes et les post-théorisations idiotes des insoumis. Cette campagne, c'est une erreur. Voilà. Peut-être que les Français n'aiment pas les éditorialistes, mais parmi les professions, par exemple, préférées des Français et que veulent exercer les jeunes, c'est toujours journaliste. Et qu'ils les aiment ou pas, moi j'ai appris ça à France Inter pendant des années. Il y avait beaucoup de gens qui écoutaient France Inter de droite, qui détestaient cette radio, mais les gens adorent aussi détester les éditorialistes. Ils adorent aussi mener, comment dirais-je, un dialogue par télé, presse écrite ou radio interposée avec quelqu'un qui est en train de leur parler. Donc, ce n'est pas blanc, ça n'est pas noir. Et voilà, Manuel Bompard aurait mieux fait de se taire et surtout de ne pas faire cette campagne. Il y avait d'autres moyens de pousser à l'inscription de liste. C'est une campagne moche, agressive, qui désigne des cibles. C'est mais du quelle populisme. Cible de quoi ? Paul. Encore une fois, je veux dire, on désigne des individus. Tu désignes une famille, est-ce que c'est bien ? Mais c'est pas une famille à Christophe Barbier. Non, les Duhamel, c'est la fiche. Oui, après Mais que, c'est pas effectivement, bien les avec- Duhamel, c'est effectivement, moche, je veux dire, de écoute. génération en génération, désignes des ils polluent golfeurs. l'information publique, donc c'est insupportable. Mais peu Mais importe, non, allons- peu non, importe, encore une fois, c'est retour- pas une question de allons au personne. fond. Ça n'a Pourquoi jamais. Si, c'est une question de personne. il faut Allons arrêter de au dire ça. fond. Paul, on va au ils fond. ont- C'est On une va au question On va de aller- personne. mais je vais répondre à la question. D'abord, c'est juste, ils ont publié des gens en disant, ces gens-là votent, si vous voulez une note politique, faites en sorte de voter. Bon, voilà, je veux dire, ça peut ne pas plaire aux gens. Je trouve que c'est vraiment plus qu'innocent. Mais autrement, sur cette question comme c'est innocent. des européennes. Bon, effectivement, dire la gauche bourgeoise, tu as dit le Parti socialiste, les Verts, ne vivent que de l'abstention électoralement. C'est Et simple. c'est un problème. quand même. Regardez, C'est un pour gros que problème. les Mais pourquoi écologistes c'est un dans ce pays fassent problème, plus de 10%. En quoi c'est un problème Ben, ils n'ont Je peux- aucun je peux intérêt à la finir ou- participation. je vous dérange Pardon, ou- excuse-moi, je Paul. sais- Pardonne-moi, Paul. Non, mais je sais pas, sinon j'arrête. Vas-y. Mais aux européennes, c'est simple. Si vous voulez que les écologistes, dans n'importe quel scrutin, fassent plus de 10%, il faut 50% d'abstention et de préférence plus de 70% d'abstention chez les classes populaires. Ok ? Le Parti socialiste, réduit à ce qu'il est aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Ils savent très bien qu'ils sont réduits aujourd'hui à leur socle minimum et qu'en fait, ils peuvent surperformer puisqu'ils ne peuvent plus descendre.
Ils sont soutenus. Alors pourquoi entre les campagnes présidentielles et les européennes, il y a moins de dynamique au niveau des insoumis? Parce que cette capacité à engranger de la dynamique, elle s'engrange quand le pays connaît aussi des forts moments de politisation. Les gens identifient très bien qu'à la présidentielle, il y a quelque chose qui se joue. Dans la plupart des cas, les gens pensent, en tout cas notamment avec la classe populaire, que l'Union européenne n'est pas un endroit où ça se passe. On pourrait ne pas leur en vouloir par ailleurs, puisque le Parlement européen n'a pratiquement pas de capacité législative et est une chambre d'enregistrement extrêmement compliquée qui n'a peu d'intérêt. Mais les insoumis savent très bien ce qu'ils y font. D'ailleurs, ils dirigent le groupe de la GUE avec la présidence de Manon Aubry. Donc la question, c'est plus, effectivement, dans cette période-là, le scrutin va peut-être être l'objet d'une politisation parce que les choses sont tendues au niveau national et que si la participation augmente, tant mieux, et tant mieux pour la participation et pour le geste. Simplement, effectivement, le problème n'est pas qu'ils fassent un score moins grand qu'à la présidentielle. Le problème, c'est ceux qui vont essayer de faire croire qu'à chaque fois qu'ils ont des scores aux européennes, ça explique qu'ils ont un ancrage réel et fort dans le pays, alors qu'à chaque fois, on fait le test, aux européennes, ils font un bon score, et puis ensuite, ils reviennent et ils font 2%, parce que personne ne les soutient, parce que les classes populaires qui tiennent quand même la masse critique dans ce pays, elles votent quand elles voient un enjeu, et l'Union européenne ne répond pas à leurs problématiques. Moi, avec la crise agricole, il y a quand même un enjeu, là. Oui, bien sûr, tu vas pas dissoudre le peuple, il vote comme il a envie, je comprends même pas. Oui, je vote pas. Bien sûr, mais je dis juste que des fois, ils votent pas parce qu'il sait très bien que ça sert à rien en ce qui le concerne. Et sur l'électorat populaire, des quartiers populaires, ça ferait que l'Europe, ça leur parle pas. C'est une incapacité aussi, aux dirigeants, aux leaders. Moi, je ne suis pas heurté parce que supposément, il y aurait des partis qui profiteraient de l'abstention. C'est pas comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est pas une question d'outrage. Je répondais à quelque Théo. chose quand même. Mais ça signifie la capacité des partis à entraîner quelqu'un vers un bulletin, vers un bulletin et à entraîner quelqu'un vers une urne. C'est ça que ça signifie. Mais si la démocratie revient à favoriser les classes qui ont les plus grandes traditions électorales, si la démocratie revient à se subvertir elle-même. Mais pourquoi elle se subvertirait? Parce que justement, le cadre n'est pas créé pour qu'il y ait une participation plus forte. Mais quel cadre n'est pas créé? Les campagnes vont avoir lieu. Si tu n'as pas la capacité, si tu n'es pas non-brique, tu n'as pas la capacité de faire sortir à un moment donné un quartier populaire en lui disant, contrairement à ce que tu penses, eh bien, l'Europe, ça te sert parce qu'il y a un programme de logement. Si tu es, comment dirais-je, François-Xavier Bellamy, et que tu n'as pas la capacité de faire sortir des agriculteurs de leur ferme pour voter pour toi plutôt que d'aller voter pour Jordan Bardella, c'est la responsabilité de Bellamy et c'est la responsabilité de Manon Aubry. C'est quand même pas la responsabilité, bien dans 2 minutes, ça va être la responsabilité de la Commission européenne et la responsabilité d'institutions. Basta cosy, arrêtez. On a les politiques qu'on mérite. Moi, je suis désolé. Il y a eu aussi des choses au niveau européen qui font que, je sais pas, les gens ont voté dans un référendum en 2005, on leur a fait passer ensuite. Mais donc, oui, il y a quand même une responsabilité de la classe politique et des gens qui ont dirigé ce pays pour avoir détruit les conditions démocratiques. Je viens de dire. Après, sur la responsabilité de mobiliser sur son nom, ça c'est vrai. On est d'accord. Les gens ont détruit 2005. Là où je rejoins absolument Paul, et je ne sais, moi personnellement, j'ai voté non. Alors bon, c'était marrant de voir. C'était un vote presque de classe. Une grande rédaction dans laquelle je travaillais, tous les éditorialistes, quasiment tous, étaient pour le oui, et tous les reporters. Là, tu es en train de donner un point à la Paul. Non, mais c'est pour ça, parce que moi, je suis assez honnête par rapport à, contrairement à. Non, mais Paul, il est honnête aussi. Non, contrairement à toi. Non, toi, tu le vois beaucoup plus. Toi, t'es plus roué, toi. Mais bien sûr, il y avait quelque chose de cette dimension-là, bien sûr. Donc, évidemment, on a eu une trahison. On ne mesure pas encore jusqu'au bout les effets, même sur, même sur la politique nationale, de cette trahison de 2005. Ça, c'est vrai. Toujours à propos des européennes, j'aimerais vous entendre au sujet du baiser de la mort de Valérie Ayé, tête de liste des macronistes. Raphaël Glucksmann, porte-étendard de la liste PS. François-Xavier Bellamy, Raphaël Glucksmann. On peut parler des autres candidats, il n'y a pas de problème. On peut parler de Raphaël Glucksmann, par exemple, qui, pour le coup, vote beaucoup de textes comme nous et qui, à mon sens, aurait sa place chez nous. Et je pense qu'il serait beaucoup plus influent et beaucoup plus efficace s'il était chez nous, par exemple. Ah, vous considérez, c'est intéressant, vous considérez que Raphaël Glucksmann, le candidat soutenu par le Parti socialiste, au fond, devrait être sur votre liste? Quand on regarde ses votes, on vote 90%. La même chose. Alors lui dit, il corrigeait ce matin, il dit 80%. 90%, j'ai vérifié. Ah bon.
Alors, Françoise, les macronistes veulent-ils récupérer une partie de leur base historique de centre-gauche retournée à la maison, c'est-à-dire au PS? Oui, je pense que c'est leur crainte. C'est pour ça qu'ils polarisent à mort avec la... Vous savez, qu'est-ce qu'on a eu ce week-end? Le balai des essuie-glaces, les essuie-glaces habituels. Hein, passe-moi le sel, passe-moi le poivre. C'est-à-dire que vous avez Gabriel Attal qui est très, très, très méchant avec l'extrême droite. Et vous avez Bardella qui lui répond par salon interposé. Et nous voilà repartis. C'est contre ça qu'on devrait tous se battre, en fait, collectivement. Nous voilà repartis dans cette espèce de mâchoire infernale qui nous prend tous en tenaille, qui stérilise le débat politique entre Macron, Marine Le Pen et maintenant Attal, Bardella. On nous rajoute une couche en plus. Voilà, c'est ça, c'est là-dessus que nous devrions nous battre, nous déchaîner comme des chiens, empêcher que cette mâchoire, mais que ce soit les Républicains, le Parti Socialiste, la France Insoumise, tous les autres candidats, empêcher que cette mâchoire se referme absolument sur nous. Cette espèce de truc qui va encore nous stériliser jusqu'au 9 juin, qui participe de l'ennui mortel ressenti aussi par les électeurs. C'est ça le sujet. Nous, baiser de la mort, bien sûr que, mais bon, tous les votes de place publique, je parle pas de la délégation, je ne parle absolument pas du Parti socialiste européen, qui est quand même encore très marqué par une social-démocratie très libre-échangiste, etc. La délégation française du Parti socialiste, elle vote souvent contre même son propre groupe. Elle vote plus souvent avec Manon Aubry et avec les Verts pour la taxation financière, etc., qu'elle ne vote avec les sociaux-démocrates européens. Donc, il faut bien comprendre aussi Mais place publique Place publique de Raphaël Glucksmann a voté il a voté contre tous les traités de libre-échange. Ils ont voté contre. C'est pour ça, elle dit, il a souvent voté avec nous, oui, sur le pacte vert. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi que les écologistes, la France Insoumise, le Parti Socialiste, délégation française, se sont aussi retrouvés un peu piégés par la Commission. Parce qu'à un moment donné, tout le monde a voté aussi pour le pacte vert. Parce que le pacte vert, aussi, le Green Deal, aussi malhabile et maladroit et mal fini soit-il, c'était déjà un premier pas. Mais moi, j'ai regardé tous les votes et du PS et de Manon Aubry et de la FI. Sur les votes essentiels, il y a aucun vote de la délégation du Parti socialiste dans le sens de Macron sur qui est-ce qui fait échouer la directive des travailleurs détachés, qui est-ce qui fait échouer tout le travail qui avait été mené par les eurodéputés de la France Insoumise et une partie des députés socialistes et verts sur le statut des travailleurs ubérisés pour changer statut. C'est pas Raphaël Glucksmann, c'est pas Manon Aubry, c'est pas les socialistes de la délégation française, c'est bien Hayé, le groupe Renew et la droite. Donc sur les sujets importants, c'est-à-dire les sujets sociaux, les sujets la PAC, qui c'est qui vote la PAC? La PAC injuste, complètement mal foutue. Vous croyez que c'est place publique, le PS? Vous pensez que c'est Manon Aubry? Vous pensez que c'est la gauche? Non. La gauche a entièrement voté contre la PAC en 2019, le volet de la PAC. Par contre, Valérie Hayé, tout le monde a voté comme un salaud, y compris Jean de Bardella. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. Voilà. Paul, est-ce que c'est possible qu'une partie donc, des électeurs Macrono-PS retourne finalement voter pour Macron? Bon, je crois, oui. Est-ce que le calcul est porteur? En tout cas, ce qui est vrai, c'est que dès le premier quinquennat, une perte de la gauche de son électorat a été compensée par Macron par l'acquisition d'un électorat à droite. Et vous avez fait des électeurs sociolibéraux, en fait, un électorat captif. Parce que c'est des gens qui, du fait de leur position idéologique, ont beaucoup de mal à pouvoir voter pour Jean-Luc Mélenchon, en gros. Et donc, quand ils ont à côté à regarder, je veux dire, ils avaient quoi comme autre solution? Hidalgo, c'était ridicule. Personne n'a voté Hidalgo. Donc, quand même. Non, personne. 60 000 voix. Hein. C'est dérisoire. C'est le Stade de France, quand même. Oui, j'exagère. Mais du coup, c'était anecdotique. Disons que Anne Hidalgo est anecdotique. Et le créneau du social-libéralisme, on voit bien qu'il y a un enjeu pour certains qui y croient de le maintenir en vie. Pourquoi? Parce que d'abord, les socialistes libéraux historiques sont partis. C'est les Gabriel Attal qui vous fait des rentrées sur les abayas en chantant à tue-tête avec l'extrême droite. Donc, il y a des gens qui se disent on peut garder ce créneau-là et il faut essayer de le retrouver dans un giron qui va de la Hollandie compatible, les
Cazeneuve et compagnie, à des gens comme Glucksmann. Parce qu'encore une fois, Glucksmann, son appareil, là c'est le Parti socialiste, mais c'est quand même purement opportuniste. C'est une prise de guerre, entre guillemets, d'un PS un peu fatigué, mais il aurait pu être pour quelqu'un d'autre. Raphaël Glucksmann, il est de gauche comme moi je suis pape. Il est là parce qu'il a des places publiques que le PS n'avait pas envie d'envoyer quelqu'un se prendre une tôle. Tu es le pape des éditorialistes Abemus Papam du coup. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que c'était rigolo. Moi, j'ai trouvé ça rigolo quand elle a dit il serait plus influent, parce que je pense que c'est de fait vrai que Glucksmann a toute sa place dans la Macronie, avec un regard peut-être. Il pourrait être la fameuse fausse aile gauche de la Macronie que des éditorialistes dans Libération retrouvent toutes les 2 semaines lorsqu'il y en a un qui ne veut pas voter une note de facho. C'est ça que je vois comme créneau pour lui. Et donc, je ne suis pas sûr que ça marche sur le long terme, mais à court terme, sur un scrutin comme les européennes, dans lesquelles il va y avoir un survote de certaines catégories, effectivement, autant tenter ce créneau-là. Je pense qu'il est, par contre, sur le long terme et sur le plan national, complètement terminé, parce que les conditions politiques de cet espace-là ne sont plus réunies. Ça dépend. Les libéraux ne font plus de sociaux et ils ne sont plus démocrates. Ils ne se font plus démocrates. On l'a vu avec les Macron et toutes les formes, compris les mêmes ailleurs. Ça dépend de la personnalité qui émergera. Je ne la vois pas, moi non plus. Mais non, de toute façon, oui, après, Glucksmann, c'est trop facile de dire qu'il est macroniste. Pas du tout, notamment sur les questions d'écologie. Non, il a été partout. Il était alternative libérale. Surtout sur les questions écologiques. Après, moi, je vais pas faire tout un déroulé sur Raphaël Glucksmann. C'est pas mon sujet. Je pense que là où il a un défaut, une qualité, Glucksmann, c'est qu'il refuse, lui, de rentrer dans le bain national. Il refuse de lier systématiquement la politique nationale et la politique européenne. C'est en ce sens que c'est un peu dangereux comme ligne quand même de campagne. C'est de la lâcheté. Si les gens, non, c'est que ça les. C'est de la lâcheté. Il y a eu un clivage politique très intense dans le pays. Il a jamais pris vraiment position. Il était où pour les retraites, il était où, etc. Est-ce que tu peux pas être tout le temps commençant péremptoire? Je pense, moi, bien connaître Raphaël Glucksmann, je crois pas que c'est de la lâcheté. Je pense que c'est surtout ça l'intéresse pas. Lui, il considère que tout va écraser le drame de la guerre et le drame ukrainien. Il considère que il y a quelque chose là qui est d'une domaine historique et qui va effacer et qui risque d'effacer tout le reste. Il a le droit de penser comme ça. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais il a le droit de penser comme ça. Donc, mon avis, la social-démocratie, elle bouge encore. Je pense que pour moi, Jean-Luc Mélenchon, il est complètement disqualifié pour 2027. Il y a toute une partie de la social-démocratie qu'il adorait d'ailleurs pendant la présidentielle parce qu'il était excellent. Il ne votera plus jamais pour lui. Il y a ces orphelins-là d'une gauche, comment dirais-je, très sociale, combative, qui ne peut pas se retrouver dans les Verts parce qu'ils sont trop folkloriques, qui valent plus de Mélenchon parce qu'il est trop radical et en fait, il fait peur aux gens. Maintenant, il fout les jetons aux autres. Donc la question est, ces gens-là, où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils vont aller chez Attal? Je pense pas du tout. Donc il y a tout ce socle-là qui demande qu'à renaître. Et Jordan Bardella, pendant ce temps, lance sa campagne. Il a lancé sa campagne samedi dernier à Marseille, en agitant les peurs françaises, selon Mediapart, et en parlant un peu de lui, beaucoup de la France, de Macron et d'immigration. Est-ce que le RN continue à avoir l'avantage? Je vous interroge sur la question, vraiment chacun 2 minutes, pas plus. Oui, bien sûr. J'ai regardé, j'ai très bien décortiqué, évidemment, hier ce meeting, j'ai tout écouté, et Marine Le Pen et Jordan Bardella. Ce qui m'a frappé, c'est d'abord la maturité, quand même, de Jordan Bardella. 28 ans, son ambition qui est évidente. Moi, je veux bien que ce soit un meeting de lancement des européennes, mais il y avait marqué en gros derrière, écrit à l'encre invisible, « Bonjour, c'est moi la nouvelle coqueluche ». C'est assez effrayant, cette capacité. Quand je dis ça, il n'y a pas d'admiration. C'est effrayant, la capacité de voir ce jeune homme raconter des horreurs sur un temps extrêmement calme en citant à la fois Malraux et Victor Hugo. C'est la première fois que j'entends, c'est là que c'est diabolique en fait, c'est la première fois que j'entends dans un discours d'extrême droite ou de la droite nationaliste des références à Malraux et à Victor Hugo. Il faut quand même oser. C'était extrêmement bien tricoté son discours, c'est démoniaque, pas au sens, comment dirais-je, religieux du terme, mais c'est extraordinairement empoisonnant, voilà. Et il a changé ses priorités. Je pensais qu'il allait commencer sur l'immigration, pas du tout. Il a commencé en fonction des sondages sur la vie chère, voilà, l'inflation, les agriculteurs, la difficulté de se loger, et après l'immigration. Je vois la force va à la force. Ça, c'est la règle politique.
il est en force. Je ne sais pas s'il va trébucher, mais pour le moment, c'est lui. Oui. Paul. Bon, une chose est sûre, c'est qu'il y a une capacité de fidélisation de l'électorat du Rassemblement national qui est absolument époustouflante. Si on regarde les études de vote qui se font en amont des élections, c'est-à-dire qu'ils essayent de regarder comment, 6 mois avant, qui est prêt à voter pour tel ou tel candidat. C'était le cas pour la présidentielle, il faudrait regarder sur les européennes, mais le niveau de certitude du vote chez les gens qui votent Rassemblement national est extrêmement fort, ce qui montre un ancrage réel et un ancrage qu'on observe élection après élection. Donc en ce sens, ils ont un avantage que, par exemple, on en parlait tout à l'heure, la France insoumise n'a pas sur ses électorats populaires dans le cadre des européennes. Deuxièmement, je pense que le Rassemblement national, et c'est là toute l'escroquerie de ce parti, a une facilité, contrairement à la gauche, qui est qu'elle adhère, le Rassemblement national adhère au grand consensus politique que proposent les néolibéraux. Ils sont d'accord sur l'assistanat, sur la vision néolibérale du marché, sur... Donc, peu importe qu'ils agitent effectivement des fausses thématiques sociales, qu'ils revendent avec leurs propres mots, en vérité, ils n'ont pas le besoin politique de faire la démonstration que non seulement ils peuvent être critiques de la société, mais qu'ils veulent la remplacer par autre chose. En vérité, ils proposent des adaptations racistes à l'ère néolibérale du temps, et en ce sens, ça leur donne une facilité politique qui est terrifiante, puisque en fait, encore une fois, ils font partie des gens qui sont défendeurs de l'ordre social. Ils veulent simplement le rendre encore plus raciste. C'est ça la difficulté dans notre confrontation avec la gauche. Je suis absolument d'accord avec la supercherie. C'est très bien que tu le dises, mais je le rajoute pour qu'on enfonce bien le clou. Le Rassemblement national n'a aucune sensibilité sociale. Le Rassemblement national est d'une dureté sur le plan social. Ils ont fait eux aussi échouer le changement de statut des travailleurs des plateformes au niveau européen. Ils ont refusé de voter toutes les lois proposées et toutes les mesures proposées pour lutter contre la vie chère par la NUPES, première session du Parlement en 2022. Donc, je crois que vraiment, il y a quelque chose là du domaine de la supercherie. Je dirais, pour compléter ce que dit Paul, mais il l'a certainement vu lui aussi, il y a le truc encore plus redoutable. Alors, je ne veux pas faire un tableau trop noir, mais je ne sais pas comment on va sortir de ce piège à loup. Il y a la complémentarité de Marine Le Pen qu'on voit dans toutes les enquêtes qualitatives, pas quantitatives, et Jordan Bardella. Marine Le Pen consolide le socle ouvrier, elle consolide le socle aussi des campagnes, elle rassure plutôt et l'électorat traditionnel de l'extrême droite. Jordan Bardella, ce qu'on est en train de voir depuis un an, c'est qu'il est en train d'ouvrir sur les classes supérieures, il est en train d'ouvrir sur la jeunesse, notamment la jeunesse qui a fait des études, la jeunesse diplômée, et on voit cette espèce de comment dirais-je, d'éventail qui s'élargit sur la capacité, comment dirais-je, à avoir un filet dragueur qui ramène tant et tant d'électeurs, encore une fois, sur des mensonges. Mais le problème des mensonges, c'est que c'est trop tard. C'est-à-dire, regardez ce qui arrive aux Argentins. Ils ont élu Milei parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils ne savaient plus à quel point se vouer, parce qu'évidemment, le péronisme et tous les avatars du péronisme n'ont mené ce pays presque qu'au malheur. Pas le péronisme, mais en tout cas, tout ce qui a suivi. Et voilà, les Argentins ont voté par désespoir, aussi par adhésion à ce personnage. Maintenant, tout le monde est dans la rue. Moi, une partie de la famille est argentine. Tout le monde est dans la rue en disant, mais qu'est-ce qu'on a fait? On se réveille avec la gueule de bois. Donc, je dis aux gens, ne vous réveillez pas un matin, le lendemain d'une présidentielle, avec la gueule de bois, même si vous avez fait partie de ceux qui ont amené ces gens-là au pouvoir. Évoquons désormais les auditions des responsables, dirigeants et figures de CNews devant les parlementaires de la commission d'enquête sur les fréquences de la TNT. Des auditions souvent tendues, comme on va le voir dans ce magnéto. Ma question s'adresse à M. Nedjar, en tant que directeur de la rédaction de CNews. M. Nedjar, est-ce que vous connaissez le nombre d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont été tués par l'armée israélienne à Gaza depuis le 8 octobre? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous le donner? Je ne connais pas le nombre exact. Vous pouvez me le donner? Non, moi je vous pose la question, est-ce que vous connaissez le nombre exact? Ouais, c'est pas totalement non plus le sujet de la commission d'enquête, mais vous avez votre rebond. Allez-y, monsieur Caron, bien sûr. Je suis surpris que vous ne connaissiez pas ce chiffre en tant que directeur de la rédaction de CNews, d'autant qu'il s'affiche en une de Libération ce matin. Donc j'apprends que vous qui dirigez une chaîne d'infos, vous ne lisez pas la presse. Monsieur Nedjar, brièvement, il y a deux questions de mon collègue Caron auxquelles vous n'avez pas répondu. Condamnez-vous l'assassinat des journalistes palestiniens et condamnez-vous la censure opérée par le gouvernement israélien? J'estime avoir répondu aux questions du député Caron.
vous me permettrez de vous demander à nouveau de répondre soit par oui, soit par non. Vous avez prêté serment de dire la vérité, toute la vérité, et donc je vous demande de répondre simplement par oui ou par non, puisque nous ne sommes pas en mesure de comprendre votre réponse jusqu'à présent. La vérité, c'est que je n'ai pas de réponse supplémentaire à donner. Je vois pas. La question, c'est quoi? C'est quoi la question? C'est de prendre parti sur quelque chose, c'est ça, sur un sujet dramatique? Monsieur Caron a formulé une question simple et explicite. Condamnez-vous l'assassinat de journalistes palestiniens et condamnez-vous la censure opérée par le gouvernement israélien? Je me tiens à ça. Je condamne l'assassinat de tous les journalistes et au-delà des journalistes, de tous les êtres humains qui se trouvent d'un côté ou de l'autre de la frontière. Alors, je me permettrais juste de noter que demander effectivement à un auditionné, de fait, à titre personnel en tant qu'individu, cette condamnation ne répond pas à l'objet de cette commission d'enquête. Alors bien entendu, à droite et à l'extrême droite de l'échiquier politique, mais également certaines personnes dans les sphères médiatiques crient à l'inquisition face à ce spectacle de députés qui alpaguent les responsables de CNews. Les chaînes de télévision ont accès à un bien public. Les chaînes de télévision qui sont sur la TNT. Exactement. Ils ont accès à un bien public. En fait, il y a des canaux, on les distribue et il y a des règles du jeu. CNews ne respecte absolument aucune des règles du jeu. D'abord, elle ne fait pas du journalisme. Il faut écouter les propos répétés de ces intervenants, quels qu'ils soient, qui n'ont aucune forme de déontologie, quoi qu'il advienne, puisqu'il s'agit de racontars, souvent de pensées convenues, et ça, c'est dans le meilleur des cas. En général, vous avez des propos racistes, des propos climato-sceptiques, des propos qui, en permanence, sous couvert d'opinion, sont en fait soit délictuels, quand il s'agit de propos racistes, soit, l'endroit, on va dire, la cocotte minute dans laquelle on construit l'ouverture fasciste de la fenêtre d'Overton dans ce pays. Et je pense qu'il est normal et naturel que des gens qui se saisissent via une commission d'enquête de cette question regardent comment CNews travaille. Et le fait qu'encore une fois, on parle d'inquisition, ça me fait rire, mais vraiment rire. On est encore dans un cas où des gens n'assument absolument aucune de leurs responsabilités politiques et viennent jouer à la victime. Nous sommes victimes d'une inquisition. Mais de quoi parle-t-on? Parle-t-on de Pascal Praud qui nous explique que le réchauffement climatique n'existe pas parce qu'il fait, moins 13 dans les Yvelines? De quoi on parle? Est-ce qu'on parle des propos islamophobes répétés que l'ensemble de leurs intervenants prononcent? Est-ce qu'on parle de... Je ne sais pas, il y a des gens sur place. Ça m'étonne même qu'on les autorise à parler à la télévision tellement, lorsqu'ils disent des choses, c'est soit raciste, soit faux, mais factuellement faux. Je peux en citer, Rio Foll, Golnadel, et puis, bon, voilà, si on regarde en plus les personnalités dont on parle, parce qu'il y en a qui ont été interviewées, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk, etc., ce sont des gens qui ne font pas leur travail, parce qu'ils laissent tous ces intervenants que je viens de citer dire tout et absolument n'importe quoi, sans aucun contrôle, sans aucune reprise. Et le tout, encore une fois, exprimé sur une espèce de ton de la fausse évidence, de la fausse naïveté, du faux sens commun convenu. Et je pense que oui, c'est un problème d'information, c'est un problème de règles, et c'est un problème d'avoir accès à des canaux publics pour pouvoir déverser autant d'horreur. Donc moi, ça ne me choque pas. Et je pense que le terme d'inquisition souligne une seule chose, c'est qu'encore une fois, il y a des gens qui sont irresponsables de leurs actes et ils le revendiquent ils revendiquent une responsabilité totale de leurs paroles et de leurs actes. Moi, je suppose que si je dis une connerie demain, je peux être responsable de mes actes, et c'est très bien. Et je pense que c'est naturel qu'on fasse la même chose sur CNews. Françoise? Non, moi je suis tout à fait contre cette commission, parce que la liberté d'expression, elle ne peut pas se découper en morceaux au gré de nos envies, de nos humeurs. Ça s'appelle du sectarisme, sinon. Moi, je n'ai pas du tout aimé la façon dont on a interrogé ces gens. Bon, ils sont pas de notre avis. Qu'est-ce qu'on peut partager avec Pascal Praud? Qu'est-ce qu'on peut partager? Pas grand-chose. Mais je n'accepte pas cette façon-là. Je n'accepte pas cette méthode-là. Si c'est news, il a de belles lunettes. Non, mais si c'est news, je n'accepte pas de passer au grill et de les traiter. Enfin, je me suis tapé toute l'audition. Il y a des moments, franchement, Émeric Caron, vous avez l'impression qu'il s'adresse à des délinquants. Vous avez l'impression
l'impression que Pascal Pro, Il y a des Sonia délinquants Mabrouk... là-bas quand même. Mais Il y a non, des gens mais... qui ont été non, condamnés. stop, non, moi je veux pas laisser dire des conneries comme ça. On peut pas raconter n'importe quoi. On peut pas dire que CNews raconte n'importe quoi et nous, sur le plateau du média, raconter n'importe quoi. Non, mais je veux dire, il y a des gens qui ont été condamnés, notamment... Zemmour. Bah oui, Zemmour. Mais Zemmour, il est plus parti de la chaîne. Qui a été condamné? Mais dans le groupe, on sait très bien les synergies qu'il y a entre les médias du groupe et le nouveau patron du JDD, qui fait partie donc de cette nomenclature qui est souvent sur CNews. Il a aussi été condamné. Mais je redis, Théo, on ne peut pas nous-mêmes nous comporter comme CNews. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sur ce plateau, dire il y a des gens qui... Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que la presse, elle est une presse d'opinion. Ce qui me fait pas marrer et que je trouve un peu désolant, c'est que CNews n'accepte pas d'admettre qu'elle est une chaîne qui a une ligne éditoriale et qui a choisi d'organiser le débat entre toutes les nuances de droite et d'extrême droite. C'est son choix. Mais si elle accepte, elle pourrait avoir des problèmes pour renouveler son canal sur la TNT. Mais c'est une fausse attaque, l'histoire du canal, parce que dire que CNews n'est pas une chaîne d'infos, ça n'est pas vrai. CNews produit tous les jours, toutes les heures des journaux. CNews a des reporters sur le terrain. CNews a des reporters à l'étranger. CNews, donc, moi, je veux bien qu'on utilise des attaques bidons. C'est pas les tiennes, hein, Paul. Je sais très bien que c'est des attaques qui sont utilisées politiquement, etc., ou par d'autres journalistes en disant c'est pas une chaîne info. Bien sûr que si, c'est une chaîne info. Évidemment que c'est une chaîne info. Ce qui est en cause, ce sont les plateaux d'éditorialistes, les plateaux d'experts surtout, qui sont éditorialistes comme je suis archevêque, justement, parce que tout le monde est éditorialiste maintenant. Non, ça correspond à c'est un métier éditorialiste. Hein. Tu ne deviens pas éditorialiste après avoir été champion de patinage artistique. Tu vois, en gros, j'exagère, mais on est quand même sur des amplis. Le parcours de Pascal Pro, non, pas du tout. Moins gracieux. Non, mais pas du tout. Il a été... C'est un super journaliste sportif à la base. Il faudrait faire du sport et faire. Je voulais juste dire, moi, je n'ai pas envie de dégueuler comme ça sur les gens. Ça ne m'intéresse pas. La question, nous sommes dans un état de droit. Est-ce qu'il y a des propos délictueux? Et là, Paul a raison, à l'antenne de CNews. S'il y a des propos délictueux, on attaque et on condamne. Pour le reste, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour clouer au pilori des gens parce qu'ils ne nous intéressent pas, ils nous dérangent idéologiquement. Pourquoi je dis ça? Parce que la prochaine fois, ça sera nous. Comprenez? Nous, on n'est pas le camp du bien et en face le camp du mal. Bien sûr que nous, on n'est pas racistes, etc. Mais est-ce qu'il y a un délit ou pas à l'antenne de CNews? S'il y a des délits, on les condamne. D'ailleurs, CNews a tremblé, bien sûr, parce que la connerie, l'infamie, parce que ça, c'est pas du domaine de la connerie, c'est l'infamie sur l'IVG, avec l'infographie sur l'IVG, a été quelque chose de terrible pour eux. Ça pourrait être, comment dirais-je, ça pourrait être de nature à faire perdre la fréquence à CNews. Pour le reste, c'est je sens que, je ressens que, il semble que. Moi, je raisonne en droit, ok? Geoffroy Lejeune, le patron du JDD, il a fait une lamentable avec Daniel Obono, il a été condamné et moi j'ai applaudi, ok? C'est ça. Nous sommes un état de droit. On ne peut pas être un état de droit et le découper quand ça nous arrange. Mais l'état de droit, c'est justement la capacité à fixer des droits, mais de les contrôler. Et en fait, le droit à l'information, c'est un droit réel pour les habitants de ce pays. Et excuse-moi, c'est pas parce que effectivement la connerie n'est pas un délit qu'on ne peut pas attaquer CNews. Mais le problème, c'est que des conneries. Non, mais je suis désolé, ils disent des conneries. Encore une fois, je cite, il n'y a pas de réchauffement climatique parce qu'il fait moins 13 dans les Yvelines. Ça, c'est une phrase de Pascal Pro. Non, mais sauf qu'en fait, quand on est une chaîne d'information, si CNews est une chaîne d'information, c'est le stade poubelle de la chaîne d'information. Et je pense qu'on peut avoir une certaine exigence intellectuelle. Moi aussi, il y a plein d'éditorialistes que je ne supporte pas et qui sont sur d'autres chaînes. Léa Salamé, ne m'en parlez pas ni le matin ni le soir. Et plein d'autres, je pourrais donner des noms à France Inter, à France 2. On parlait de Nathalie Saint-Cric tout à l'heure, que je ne porte pas dans mon cœur, ni son fils sur BFM TV avec qui j'étais à Sciences Po pour mes études. Mais c'est pas la question. La question, c'est que CNews organise déjà sous couvert d'information une actualité politique, et donc effectivement cette non-reconnaissance fait que il faut poser la question. Soit l'Arcom crée une catégorie particulière, chaîne d'opinion, et à ce moment-là, elle doit être enregistrée en tant que telle. Si c'est pas le cas, sous couvert d'information, voilà, et sous couvert d'information, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et je pense que c'est ça aussi le problème fondamental au sein du journalisme aujourd'hui, c'est que, je veux dire, en gros, il n'y a pas de véritable déontologie. On peut raconter n'importe quoi, ne jamais être sanctionné réellement. Et quand les journalistes
créent leurs propres outils de contrôle. 30 genre les secondes check pour news, Françoise c'est et un on problème arrête pour moi. l'émission. Oui, je voulais juste dire que, encore une fois, la liberté d'expression, c'est pas ce qui nous convient, ne nous convient pas. Il y a des règles. Je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer. Je ne fais pas partie des gens qui considèrent, par exemple, que le Rassemblement national n'a pas le droit de s'exprimer. Si on considère qu'il n'a pas le droit de s'exprimer, il fallait l'interdire dès le départ. Donc voilà, pas de procès de cette manière-là sur cette chaîne. Il faut attaquer cette chaîne chaque fois que quelqu'un dérape, mais vraiment garantissons, c'est ça la démocratie, garantissons la capacité et surtout, c'est la porte ouverte à la pire des bêtises qui va arriver pour la présidentielle. Il était déjà question de ça dans les cartons de l'Arcom, décompter du temps de parole les éditorialistes en fonction de leurs opinions politiques. C'est-à-dire que si on laisse faire, moi par exemple, sur les chaînes sur lesquelles je travaille de télé ou de radio, eh bien tout le monde sait que je suis de gauche, on décomptera ou aux candidats. Mais c'est insupportable, c'est inacceptable de décompter le temps de les... C'est pour ça que tout mélanger, mettre les éditorialistes sur le même plan que les politiques, on arrive avec ce gloubi-boulga on va arriver à une folie générale. Vous allez voir pour la présidentielle, si on laisse faire, si on ne met pas le frein, si on ne proteste pas, on va avoir, voilà, si par exemple tu vas sur n'importe quelle chaîne de télé comme éditorialiste, eh bien tu défendras la candidature de Mélenchon, décompté dans le temps de parole de Mélenchon. C'est pas possible, ça n'est pas ça. C'est une connerie. Mais oui, mais défendre la liberté d'expression ne demande pas de défendre tous ces usages. On peut avoir de l'exigence. La connerie, elle vient du fait, Paul, que tu considères et que tu mets au même niveau les éditorialistes. Tout à l'heure, au début de notre entretien, tu as dit les éditorialistes, on les désigne comme des ennemis politiques. Eh bien, à force de faire ça, Françoise. on va arriver à cette connerie. Mais non, c'est personne Paul ne force de Elec, faire. merci Françoise de Gois. Merci à vous d'avoir regardé cette édition de Sans langue de Gois. Restez sur le canal 350 de la Freebox. Et si vous nous regardez sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche et mettez des petits pouces en l'air. Le média, votre média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui, comme vous, le regardent et l'aiment. Si vous le pouvez, donnez-nous de la force en allant sur lemediatv.fr/soutien. Quant à moi, je vous dis à plus.